Alors tout d'abord, l'épisode ukrainien fait la démonstration de la pleine possibilité d'une guerre entre États en 2022. Dans ce cadre, c'est surtout d'une ressemblance entre Pékin et Moscou dont il s'agit. Les deux, on l'a vu, ressassant une histoire d'humiliation aux mains de l'Occident et revendiquant un droit de regard sur leur périphérie. Ensuite, Ukraine comme Taïwan représentent des intérêts stratégiques majeurs pour Moscou et Pékin. D'un côté, les minerais rares du Donbass et la mer d'Azov. De l'autre, un meilleur accès à l'océan Pacifique. Taïwan constitue en effet le verrou principal de la première chaîne d'îles entourant la Chine. Il faut donc pour Pékin retourner cette vulnérabilité en brisant la chaîne par la prise de Taïwan et mettre à profit ses avantages géographiques. Dans l'autre sens, à Taipei comme à Kiev, on se perçoit comme les gardiens séparés d'un même front contre les régimes autoritaires. Les deux sont généralement vainqueurs d'une bataille de l'image contre leur immense voisin, en soulignant le principe d'autodétermination et en se plaçant de concert contre les politiques d'apaisement des régimes dictatoriaux. Kiev comme Taipei se sont ainsi largement tournés vers l'Europe de l'Est pour recevoir du soutien. C'est le cas pour des raisons de proximité géographique, historique et culturelle pour l'Ukraine et pour une expérience partagée dite de ligne de front pour Taïwan. Alors, il est assez difficile de dire quels effets la guerre en Ukraine aura sur les calculs géostratégiques de la Chine à l'égard de Taïwan. Ce qui est sûr, c'est que l'armée chinoise se renforce depuis des décennies et se prépare à un scénario taïwanais. L'expérience militaire en demi-teinte de la Russie en Ukraine va aussi encourager les Chinois à s'armer d'autant plus pour augmenter leurs chances de l'emporter. La menace se précise donc au fur et à mesure que Pékin accroît sa capacité à passer à l'acte et que les pressions politiques et économiques de la Chine sur les Taïwanais portent en fait très peu d'effet. Pékin a ainsi pris prétexte de la visite de Nancy Pelosi le 2 août 2022 pour mener une série d'exercices militaires d'une ampleur absolument sans précédent contre Taïwan. Le message était clair, Pékin, premièrement, veut montrer que la situation militaire dans le détroit a tourné à son avantage. Deuxièmement, Pékin veut persuader d'une hypothétique capacité à couper les lignes de vie maritimes de Taïwan. Et troisièmement, Pékin souhaite montrer qu'il est en capacité d'interdire l'accès à un théâtre taïwanais, par exemple à un possible soutien américain. La constitution par Pékin d'une puissance marine sert donc bien sûr cet objectif, mais c'est aussi de l'ordre du psychologique. Pékin table peut-être sur un futur plus lointain où sa force militaire serait encore supérieure à celle d'aujourd'hui et où la promesse d'un soutien américain à Taïwan s'amenuirait afin de pousser Taipei à la table des négociations. On l'a vu, le président Biden s'est engagé verbalement à défendre Taïwan. Et il faut rappeler que les États-Unis sont légalement tenus d'assister l'île à sa défense, notamment lorsque la Chine abandonne le recours à des moyens dits pacifiques. Cependant, l'ambiguïté demeure entière sur la question du comment, la question de la nature de ce soutien américain. Est-ce que ça va être un soutien logistique ou un envoi de troupes? Et en cas d'engagement militaire direct, est-ce que ça va être des frappes seulement contre une force expéditionnaire chinoise ou directement sur le continent? Cette ambiguïté américaine en fait, a longtemps correspondu aux intérêts américains en dissuadant la Chine d'attaquer Taïwan. Mais elle servait aussi à l'époque la fonction de prévenir Taipei que le soutien des États-Unis ne serait peut-être pas automatique s'il provoquait un casus belli avec Pékin. Cependant, la croissance économique chinoise et son réarmement massif sont venus bousculer cet équilibre. Pour des raisons stratégiques, les États-Unis n'ont pas intérêt à avoir contrôlé Taïwan et Washington ne peut pas ignorer la menace contre un régime démocratique ami. Il y a donc un mouvement très puissant de Washington envers Taïwan aujourd'hui. Donc, le soutien américain demeure solide, mais il reste aussi soumis à l'observation par Taipei de choix politiques et stratégiques répondant à certaines attentes de Washington. Les Américains essayent par exemple de guider la politique de défense taïwanaise en orientant ses choix d'armement. La sortie en haute mer de la marine chinoise la place en fait face à des dilemmes d'accès qui favorisent la défense de Taïwan. C'est pour en tirer parti qu'une majorité d'experts encourage aujourd'hui Taipei à accorder plus de place dans sa stratégie à l'asymétrie.
L'idée maîtresse est de contrer la Chine en tirant profit de la géographie, en acquérant des armements ciblant les faiblesses de l'APL, le temps que le soutien américain s'organise. Les partisans de la symétrie estiment ainsi que Taïwan n'a pas vraiment le choix de la doctrine devant une flotte chinoise qui se renforce au rythme du tonnage de la marine française tous les 4 ans. Cette approche est donc très encouragée par les Américains et une réforme en ce sens avait été décidée en 2017. Cela dit, son implémentation fait face à de forts vents contraires. Les opposants à la symétrie, assez nombreux dans l'armée et dans l'opposition politique, gardent l'espoir en fait de disputer à l'armée populaire de libération la supériorité aérienne et navale dans le détroit, en se disant qu'ainsi pourrait écarter la menace de Taïwan. Mais cette approche opposant pilote contre pilote et marin contre marin est très sérieusement mise en doute par un équilibre des forces devenant de plus en plus défavorable à Taïwan. C'est que le ministère de la Défense de Taïwan est aussi assez souvent décrit comme une administration assez conservatrice, attachée aux armements de prestige et dont la relation au pouvoir politique est historiquement délicate. Les lignes de progression au niveau de la réforme de la doctrine de défense taïwanaise demeurent assez floues, donc, puisque le débat semble coincé entre des tendances politiques contradictoires au sein du gouvernement et même de l'armée. Entre-temps, Taïwan continue à consacrer la majeure partie de son budget militaire à acheter des armements de type conventionnel, tels que des chars lourds Abrams et F-16 Viper, tandis que la réforme du service militaire et de la réserve stagne. On l'a vu, depuis la guerre en Ukraine, il y a une véritable demande de défense parmi la population taïwanaise, qui s'imbrique donc à l'idée de création d'une force de défense territoriale. L'idée, ce serait d'entraîner des groupes auxiliaires, comme en Ukraine, à la défense de leur voisinage, par exemple en leur distribuant des missions et armements adaptés. Il s'agirait aussi d'enseigner les procédures de la défense passive et de la résilience en zone de guerre, notamment lorsque, on imagine, l'eau et Internet seraient coupés, que les blessés seraient nombreux et que le climat à Taïwan est tropical. Il existait bien pour cela une structure de défense civile à Taïwan sous la responsabilité de l'agence de police nationale, mais selon les experts, celle-ci mériterait une assez large mise à jour de ses missions et effectifs. Évidemment, là aussi, l'idée d'une force de défense territoriale a ses détracteurs, considérant que des paramilitaires à Taïwan, ce serait, en cas de conflit, comme transformer l'entièreté de Taïwan en champ de bataille en rendant floue la distinction entre soldats et civils, et menant ainsi l'armée chinoise à ouvrir le feu contre les villes. Au niveau officiel, l'idée d'une force de défense territoriale fait donc débat et rien n'a été encore décidé. C'est donc vers le secteur privé, pour le moment, que se tournent certains Taïwanais pour des stages d'autodéfense, par exemple. Enfin, il faut rappeler que mettre des fusils entre les mains de civils, ou la mise en place, même la simple mise en place d'infrastructures d'entraînement et d'accès à des matériels de guerre, va forcément s'avérer légalement et financièrement difficile pour un Taïwan à la législation très stricte sur les armes à feu. Et évidemment, tout cela sans parler du consensus politique à trouver. Donc sans soutien officiel, encadrement militaire et matériel, on peut dire qu'il ne semble pas certain que ces idées vont aboutir à du concret. Merci beaucoup.